et une, et deux, et trois. Le GR10, tout comme la haute randonnée pyrénéenne, relie Hendaye à Banyuls. Ils débutent tous deux à l'ancien casino d'Hendaye. Le GR11 est le panda espagnol qui lui aussi fait le lien entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Tandis que les premiers baigneurs se délassent au bord de l'océan, nous quittons le sable en suivant le GR10. Après Beriatou, première montée pour atteindre le col d'Ibardine. L'océan s'éloigne peu à peu. La Bidassoa, rivière témoin du traité des Pyrénées signé en 1659 entre Louis de Haro et le cardinal de Mazarin. Le Potoc, petit cheval qui a failli disparaître. Son origine remonte au Paléolithique. Le Pays basque, chapelet de collines verdoyantes. Il se compose de 3 provinces, le Labour, la Soule et la Basse-Navarre. Le col d'Ibardine est en vue. Il est surpeuplé de touristes en quête d'alcool et de tabac. Borne frontière 17. Il en est implanté 602 sur les 656 km de frontière. Le repos est de courte durée. Descente vers la Venta d'Isola. Venta, établissement qui permet de se restaurer ou de se fournir en produits régionaux à bas prix. Dernière descente et nous atteignons Olette, terme de notre première étape. La Rune, premier sommet de la chaîne. Un train à crémaillère, datant de 1924, conduit les touristes au point culminant, 905 mètres. Départ matinal d'Olette. Nous suivons le sentier qui monte à la Rune, sans pour autant la gravir. Le chemin est fréquenté. Thierry vise le maillot à pois. L'ascente est aisée, à travers des haies très rafraîchissantes, pour parvenir au col des Trois Fontaines. À l'arrivée, pose fruits secs. Le fronton de Sarre où nous ravitaillons. La pelote basque est ici une véritable institution. Durant plus d'une heure, ce patou fort sympathique nous suivra jusqu'à ce que ses maîtres viennent le récupérer. Après 3 heures de marche, nous voici à Ainhoa. La commune est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est arrosée par la Nivelle. Ainhoa possède le label de plus beau village de France. Le fronton jouxte le cimetière et l'église romane. La nuit au gîte au camping d'Ainhoa a été réparatrice. Nous débutons par une piste qui est un véritable chemin de croix. Il conduit à la chapelle de l'Aubépine. Ainhoa s'éloigne. La Rune également. Au col des Trois Croix, nous poursuivons notre calvaire. La colline est peuplée de stèles en granit, appelées discoloïdales. Notre objectif à présent, le col de Vaux. Pour l'atteindre, il faut suivre une crête interminable, puis descendre sur la ferme estébène où l'on peut ravitailler. Un regard en arrière, il permet d'évaluer le chemin parcouru. Malgré ce, nous ne sommes pas encore à destination. En cas de mauvais temps, il est conseillé une variante. Aujourd'hui, le temps est clément et nous ne la prendrons pas. Nous passerons par le col d'Esparza. L'endroit est équipé d'une main courante. On passe facilement et avec le sourire. Le reste de la descente est plus aisé. La route longe la rivière Bastam. Elle nous semble très longue. Tout au long du chemin, des signes religieux. L'église de Bidaraï, d'origine médiévale, construite en 1625. Aujourd'hui, nous avons la confirmation que nous avons parcouru
16 km 800. Nous sommes à basse altitude. Pour l'instant, la montée est paisible. Subitement, les choses changent. Après le col, c'est le pic d'Iparla qui nous accueille. Des centaines de moutons broutent la bonne herbe. Dans les falaises, nichent les vautours. Sur les rochers, chèvres et boucs. Lors de mes précédents passages, les crêtes étaient enveloppées d'un épais brouillard. Aujourd'hui, sous un grand ciel bleu, un spectacle magnifique s'offre à nous. Au col d'Arieta, nous redescendons. Ce soir, nous sommes seuls au gîte. Celui que nous devions occuper a été attribué à un groupe d'enfants. Nous ne perdons pas au change. De bonne heure, nous quittons notre gîte. Le fronton, l'église de Saint-Étienne de Bégory. Traversée de la Nive au pont romain. Les jambons sèchent au soleil. Une longue montée raide et nous arrivons au col d'Aarza. Le plus dur est fait. Nous évitons le Monoa et parvenons aux 3 abreuvoirs. Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. Saint-Jean-Pied-de-Port est à nos pieds. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de ton compagnon de route? Il est pas mal, il est pas mal. Saint-Jean-Pied-de-Port, qui signifie pied du col. Nous croisons ici le célèbre GR65, El Camino, celui qui rallie Saint-Jacques de Compostelle. Tandis que les pèlerins poursuivent vers Roncevaux, nous quittons Saint-Jean par la porte Saint-Jacques. Direction Esteran-Soubi, mais auparavant Carreau, les grandes maisons si typiques du Pays Basque. Elles trônent au milieu des vertes prairies. Et toujours un fronton. Les kilomètres défilent. Le col d'Andiangué. Tout en bas, Esteran-Soubi, village de Basse-Navarre, arrosé par la Nive, qui prend sa source tout à proximité. Tout près, l'Okabé nous domine du haut de ses 1456 mètres. La pelote basque est issue du jeu de paume, mais sa pratique est évoquée dans la mythologie, visible sur des stèles funéraires. Les parties se jouent sous forme de défis lors des fêtes locales entre villages et vallées. C'est le moment de casser une croûte tout au bord du fronton couvert. Pour la première fois depuis notre départ, le ciel devient menaçant. Tout autour de nous, d'imposants troupeaux, les célèbres manecs à tête noire. Dans un épais brouillard, sur un sentier détrempé et pentu, nous parvenons à Cascoleta. Le gîte est ouvert à la demande. À notre arrivée, la première pluie. Une éclaircie nous permet cependant de déguster sur la terrasse un succulent repas. La météo nous annonce du mauvais temps. Montée glissante pour atteindre le col d'Itouramburu, 820 mètres. Difficile de trouver son chemin malgré un excellent balisage. À la côte 1382, les cromlechs apparaissent. Il s'agit de monuments préhistoriques. Ils auraient pu servir à l'observation des astres de la Lune, ou bien encore, ils auraient pu être un lieu de rassemblement afin d'y célébrer des cultes. L'orage se met à gronder. Il nous reste encore 11 km à parcourir. Au chalet Pedro, nous grignotons un peu. La propriétaire nous conseille de suivre gentiment la route. Nous écoutons son conseil. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages jusqu'au col de Bagargui, terme de l'étape.
Pas très loin, comme je le pensais, la neige est encore présente. Ce n'est pas la variante indiquée que nous avons décidé de suivre, mais une inventée par mes soins, qui nous permettra de ravitailler à l'Arro avant d'atteindre l'Ogibar. À travers bois, ruisseaux, en passant sous les barbelés, nous perdons plus de 1000 mètres. C'est une bergère et son troupeau qui ralentissent notre progression. Malgré ce, nous atteignons notre but, en longeant la rivière gorgée par les dernières pluies. C'est une longue et rude étape qui nous attend aujourd'hui. La preuve. Il a plu toute la nuit et les torrents regorgent. Nous passons en pays de Soule, pays des canyons. Les gorges d'Olzaté et son impressionnante passerelle qui les surplombe de 150 mètres. Rien à voir cependant avec celle que nous avons franchie au Népal. Nous sommes dans le karstique. La montagne est creusée de failles. Au pont d'enfer, une eau émeraude. Nous sommes aux gorges de Caqueta. Un dernier effort est la délivrance. Aujourd'hui, elle se nomme Sainte-Engrâce, célèbre par son église. C'est un Britannique, avec qui nous avons mangé la veille au gîte, qui nous réveille au son du clairon. Dernière journée de ce premier tronçon. Nous prenons notre temps pour découvrir ou redécouvrir Sainte-Engrâce. Nous éviterons le sinistre bois de Lech, préférant passer par le col de Suscous sur le bitume, le col de Soudé et le col de la Pierre Saint-Martin. Le sprint final. Nous sommes à la borne frontière 262, dans un haut lieu de la spéléologie, en raison de l'importance des réseaux souterrains évalués ici à plus de 300 km. 10 jours de marche, 8436 mètres de positif. 182 km de chemin parcouru, 60 heures. Ces chiffres sont déjà du passé. L'avenir est devant nous. Et le deuxième tronçon, la poursuite de notre traversée.